Bonjour. C'était un bonheur de faire à Salonique ces corvées matinales qui vous mettaient à terre avant le lever du soleil. L'air était si léger, la fraîcheur si délicieuse, qu'on n'avait aucune peine à vivre. On était comme pénétré de bien-être. Salonique, décrite par Pierre Loti dans son roman Asiadé, possède de nombreux points communs avec Marseille. Ville grecque, née au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Thessalonique, rebaptisée Salonique sous l'Empire ottoman, était l'un des principaux ports turcs avant de redevenir grec en 1913 à l'issue de la Deuxième Guerre balkanique. Les Franco-Britanniques y débarquent en octobre 1915, en provenance de Gallipoli, après l'échec cuisant de la campagne des Dardanelles, les opposant à l'armée turque. Les Alliés s'étaient décidés à établir un front dans cette région afin de détourner les forces allemandes du front de France. Ce front d'Orient joua un rôle important dans la Grande Guerre, mais, comme les troupes qui y combattirent, il est un peu passé à la trappe de l'histoire, et les monuments commémorant l'armée d'Orient sont rares en France. Marseille, toutefois, érigea après la guerre un arc de triomphe monumental aux héros de l'armée d'Orient et des terres lointaines. Œuvre de l'architecte marseillais Gaston Castel, qui sera inauguré par le président de la République Gaston Doumergue en avril 1927. Gaston Castel publiera en 1938 une carte qui plaçait Marseille au carrefour des grands axes maritimes et aériens de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, convergeant vers ce qu'il appela la capitale impériale des deux empires, français et britanniques. Marseille, capitale impériale, c'est le titre de l'article accompagnant cette carte qu'il rédigea avec le souci d'apporter son témoignage pour les générations futures sur le rôle majeur joué par Marseille dans la Première Guerre mondiale et sur la place déterminante occupée par l'armée d'Orient, trop souvent oubliée et occultée dans les livres d'histoire de nos enfants. Ils seront pourtant 400 000 poilus à se battre dans les Balkans, bien au-delà de l'armistice, jusqu'en 1919. Ce n'est que durant l'automne 1922 que les dernières troupes françaises seront évacuées des Dardanelles. Pour en revenir à 1915, cette décision d'établir un nouveau front dans les Dardanelles n'avait pas fait l'unanimité, et l'influent sénateur Georges Clemenceau la désapprouvait alors. Natif d'Allot, Georges Pélisson, engagé sur le front d'Orient après avoir combattu à Verdun, était un soldat aguerri et valeureux, au moral à toute épreuve, que l'on surnommait dans son régiment au bord de la Meuse le chevalier sans peur. Il arrive à Salonique en ce début d'année 1916 et ne s'y sent nullement dépaysé. La ville, par bien des aspects, rappelle la cité phocéenne. Une vieille citadelle, surnommée la Tour Blanche, domine la ville, comme Notre-Dame de la Garde domine Marseille. Salonique a été construite sur des pentes de montagne, comme Marseille le fut sur un flanc de collines plongé dans la mer. Comme la cité phocéenne, elle ne possède guère de vestiges de son passé antique, en dehors d'un arc de triomphe attribué à Alexandre le Grand. Salonique
en 1916, c'est un peu Marseille en mer Égée. Elle est cosmopolite, incroyablement animée et vivante, mais elle semble encore plus exotique que Marseille. Le plus surprenant pour les Français et surtout les Marseillais qui arrivent, c'est que cette ville est beaucoup plus ottomane qu'hellène. Les minarets semblent plus nombreux que les clochers. Le poilu, Jean Lémonerie, est pour sa part très surpris en découvrant Salonique, mais il fait aussitôt la distinction entre ces deux visages. Vue du port, la ville, qui se trouve sur les pentes de montagnes assez élevées, peut être divisée en deux quartiers très distincts. À droite et à gauche, vers le port, la ville franque, européenne. Au centre, la ville turque, avec ses rues étroites, mal pavées, sales, tortueuses. Il n'est visiblement guère sensible à l'exotisme oriental de cette cité grouillante de vie, avec ses maisons en encorbellement et sa gigantesque casbah. Ce qu'il retient surtout, c'est la misère sociale de la population. Certes, les gens vivent dans une relative pauvreté. L'eau courante est inexistante, l'hygiène infime, mais la ville est chaleureuse, accueillante pour ceux qui fuient les exactions et les combats. En revanche, ses infrastructures portuaires sont insuffisantes, obsolètes et mal adaptées au débarquement et au transport des armées dont les besoins sont immenses. L'Aubagné, Anti de Boyer, ancien sénateur, passionné par le peuple grec, en prend vite conscience et il considère qu'il est nécessaire de transformer le port de Salonique afin d'en faire une base logistique efficace en vue d'une expédition militaire d'envergure. C'est un immense camp retranché qui sera édifié, à l'abri duquel les troupes alliées pourront vivre, s'entraîner, se défendre et plus tard préparer une offensive. Mais la première urgence, en 1916, est de sécuriser au plus vite la route maritime Marseille-Salonique, car les sous-marins allemands ne laissent pas de répit aux navires qui transportent des troupes. Le 26 février 1916, le paquebot Provence 2 est touché par des torpilles allemandes. On dénombrera 1100 victimes. Au mois de mars, ce sont plus de 100 000 Français qui se trouvent à Salonique. Les Britanniques disposent d'un effectif similaire et avec l'arrivée de l'armée serbe, le contingent dépassera 330 000 hommes. De Salonique, les troupes montent sur le front vers la ville de Monastir, en Macédoine, dans des terrains vierges, non cultivés, austères, par des températures de 45 degrés l'été et de moins 20 degrés l'hiver. Sur le front, comme en France, on creuse des tranchées, mais dans le roc et une terre dure comme de l'airain, c'est particulièrement difficile. Les combats sont sanglants. Pourtant, rapportera le capitaine Degas, l'armée d'Orient eut moins à souffrir des balles et des obus ennemis que du climat macédonien. Moins d'un mois après son débarquement à Salonique, Georges Pélisson est complètement épuisé. Salonique est en effet entourée d'une plaine marécageuse où les moustiques pullulent. Et comme des milliers de ses camarades, il est victime du redoutable insecte. Apiculteur de son état, il était pourtant accoutumé, dès les premières chaleurs printanières, aux piqûres d'insectes au pied de la Sainte-Victoire, où il produisait son miel.
Mais il n'aurait jamais imaginé qu'un moustique puisse devenir, dans les Balkans, un si sérieux adversaire. Il n'était pas le seul à s'en étonner. En fait, personne n'avait envisagé un tel scénario catastrophe, et encore moins le général Sarraï, commandant en chef des armées alliées. Il faut toutefois préciser que nous n'avions pas affaire au même genre de moustiques qu'en France. En fait, en Grèce, ce sont des moustiques du genre Anophèle qui attaquent l'armée d'Orient dès le premier jour de leur débarquement. Les femelles de ces moustiques particulièrement féroces transmettent le terrible microbe du paludisme qui va entièrement désorganiser nos troupes. Malgré les travaux d'assainissement entrepris dès le mois de mars 1916 et la prise quotidienne de quinine par les soldats pour tenter d'endiguer cette épidémie foudroyante, le nombre de malades ne cessa de s'accroître au fil des mois pour atteindre un total de 30 000 à la fin de l'année. En 1916, plus de 60% de l'effectif de l'armée d'Orient est malade. Si Salonique accueille des milliers de blessés et des dizaines de milliers de malades dans ses dispensaires et ses hôpitaux, elle se trouve très vite débordée devant cet afflux ininterrompu de malades et de blessés. Alors, Marseille, sa sœur jumelle du front des Balkans, va prendre la relève. 20 000 malades sont rapatriés en France, dont une grande partie à Marseille, dans les grands hôpitaux. De nouveaux établissements voient le jour dans la cité phocéenne et dans toute la Provence. Avant la déclaration de guerre, 300 000 lits d'hospitalisation avaient été prévus pour accueillir les militaires. Mais ce nombre se révélera vite, très vite même, insuffisant. On va donc accroître de manière significative la capacité d'hospitalisation des hôpitaux existants. L'hôpital militaire Michel Lévy et les hôpitaux civils, l'Hôtel-Dieu, l'Immaculée Conception, Sainte-Marguerite et Salvatore. Puis, on va ouvrir des hôpitaux temporaires, les plus nombreux étant gérés par les sociétés de la Croix-Rouge. Les bateaux seront aussi transformés en navires hôpitaux, comme l'Aquitaine, qui est ancré quai de l'Hôtel de Ville et servira jusqu'en juin. Marseille, qui est au centre de la 15e région militaire, région très étendue, et qui sera dès le début du conflit la porte de l'armée d'Orient, va ressembler à un immense hôpital. 106 hôpitaux militaires sont créés. À partir de l'été, près de 550 000 lits seront disponibles. Parmi les premiers malades soignés à Marseille se trouve Georges Pélisson, dont le moral est alors au plus bas. Rapatrié en France sur le Canada, un paquebot de la compagnie marseillaise Cyprien Fabre, transformé en navire-hôpital, il est soigné à présent à l'hôpital Michel Lévy, dont la capacité sera portée à 1100 lits à la fin de l'année. À sa mère, il fait part de son amertume. Avoir été mis KO par des moustiques, moi, je n'arrive toujours pas à le croire. C'est à ce moment-là que le général Sarraï, exaspéré et impuissant devant cet ennemi imprévu, lança cette formule devenue célèbre: « Mon armée est immobilisée dans les hôpitaux ». Il faudra attendre juin 1917 pour voir la situation s'améliorer sensiblement. Le capitaine Degas avait raison. À la fin de l'année et dans les premiers mois de l'année 1917, à Salonique, la Marseille du Levant, les morts par maladie, typhus,
paludisme, dysenterie, choléra, scorbut seront encore plus nombreux que les tués par les armes. Depuis l'opération des Dardanelles jusqu'à l'armistice du 11 novembre 1918, l'armée française perdra 10 400 hommes et on dénombrera 33 500 blessés et plus de 200 000 malades hospitalisés. Partout en France, les épouses des soldats de l'armée d'Orient n'imaginent pas leur souffrance. Pour remédier au manque de vivres frais, l'intendance avait créé des jardins maraîchers gardés militairement. Et à la suite d'une boutade de Clémenceau, on brocardait en France les jardiniers de Salonique, soi-disant soldats qui ne se battent pas et préfèrent cultiver la terre. Les malheureux soldats reçurent alors de leurs épouses des lettres de ce style. Si tu ne reviens pas, après plus d'un an de front, c'est que tu dois prendre du bon temps à Salonique. Henri de Boyer, bien informé de ce qui se passait vraiment, ne manqua pas de remettre les pendules à l'heure dans la cité phocéenne. Non, la vie de nos troupes à Salonique n'était pas une partie de plaisir. Loin de là. Quelques mois plus tard, au cours de l'été, le 18 août 1917, un événement majeur et dramatique, aux conséquences considérables, marqua intensément les poilus d'Orient. L'incendie accidentel du centre de la ville et plus particulièrement du vieux quartier juif. Un tiers de la ville est en flammes. 70 000 personnes furent rejetées hors de chez elles et réduites à camper près des camps militaires. Le capitaine Inaïm Gessé Hacher nous a laissé un témoignage émouvant de cette catastrophe. J'ai vu mourir une ville dans la triple agonie de la flamme, de la cendre et de la fumée. Parce qu'une vieille femme, dans l'ombre de sa cabane de bois sec et de prisé, a renversé dans les braises de son réchaud l'huile bouillante qui devait cuire son maigre repas d'aubergines et de tomates. Parce que le vent du Vardar soufflait en tempête. Parce que les Juifs, en ce jour de sabbat, avaient déserté leurs magasins. Parce que l'eau manquait, toute une cité, en quelques heures, a passé de l'indolent sommeil de la sieste à l'immobilité funèbre de la mort. Du haut des vieilles murailles, au pied de la tour Mavrochimalis, la tragédie apparaissait dans toute sa sublime horreur. Le ciel était de flammes, couronné d'un dais de fumée rousses et noires. Pas un cri humain ne troublait le silence du feu. Le vent emportait tous les bruits vers la mer. Sur la courde houle nocturne, plaquée de reflets de pourpre aveuglante, les voiliers colorés en rose vif, en ponceau, en orangé brillant, fuyaient, et quelques-uns avaient le feu agrippé à leurs voiles. Il semblait qu'une invisible main promenait sur la ville la torche des vengeances divines. Le fléau semblait doué d'une sorte d'intelligence terrible, de subtilité mauvaise. Il se dressait, courait, rampait, s'élançait, et sous son choc, une à une croulaient les hautes maisons, les mosquées, les églises, les synagogues. Noirs comme les cierges des messes maudites, ou roses, ou littéralement blancs, les minarets s'effilaient, implorant dans cette liturgie effrayante de l'élément déchaîné. Et tout à coup, de leur toit aigu, sous le monogramme coranique d'Allah,
Des flammes jaillissaient claires et faisaient vraiment autant de flambeaux funéraires de ces longs fûts de pierre dressés en louange à celui qui sait peu et voit tout. Peu à peu, l'incendie détruisit tout sur son passage. Tout se transformait en immense brasier. Le quartier juif, avec ses commerces et ses banques, fut le plus touché et sombra inexorablement dans des cendres brûlantes, comme les cités bibliques. 34 synagogues et 10 yeshivot, maisons d'études du Talmud, furent ravagées par les flammes. Malgré tous les efforts de quelques pompiers mal équipés et des soldats alliés, le sinistre ne cessa de s'étendre. Revenue de sa stupeur, la population commença à se presser, affolée, dans les rues étroites de la ville. Les témoignages rapportés par la presse occidentale sont bouleversants. Un correspondant de l'Illustration écrit: un vieillard déguenillé descend portant une malle sur le dos. Une fillette vêtue de blanc traîne une machine à coudre. Des femmes turques se hâtent, leur tchatchaf au vent, oubliant dans leur affolement de le maintenir avec les dents devant leur visage. Une juive, les cheveux épars sous leur ruban dénoué, emporte en courant son petit enfant qui continue de téter imperturbable, les mains jointes sur le sein nu. Une petite fille appelle sa mère qu'elle a perdue dans la foule. Elle le serre précieusement contre sa pauvre petite poitrine affolée, 2 poules et un coussin brodé d'or. Dans la ville haute, la basilique de Saint-Démètre, patron de Salonique, une église aux merveilleuses mosaïques byzantines, est à son tour attaquée par les flammes. Une paysanne grecque qui fuit s'arrête un instant. Elle se signe plusieurs fois. De grosses larmes coulent sur son visage aux traits réguliers. Regardant le ciel, elle écarte lentement les 2 bras dans le geste d'un prêtre implorant Dieu devant l'autel. Saint Démètre, Saint Démètre, qu'a donc fait cette ville pour que tu l'abandonnes ainsi? Pensive et triste, dans sa lourde robe de laine blanche, bordée au bas et aux manches de broderies rouges et noires, elle s'éloigne en faisant et refaisant le signe de croix. Sur les quais, vision inoubliable pour les témoins, le feu dessine en ligne d'or la parure moderne de Salonique, perle de léger, ses grandes maisons éparses, ses hôtels, ses cinémas, tandis que, sur la hauteur, la vieille ville tremble entre ses cyprès, ses platanes et ses mosquées, sous un voile resplendissant de lumière blonde, reflet de l'incendie. Marseille apprit avec effroi la catastrophe de sa sœur jumelle du front des Balkans, et elle répondit aussitôt à sa demande d'aide, étonnant le monde par son audace et son altruisme. Il faut rappeler que la cité phocéenne inventa le marrainage dans le but d'assister, par l'intermédiaire des marraines de guerre, les soldats sur le front coupés de leur famille, et qu'elle n'hésita pas à adopter la ville d'Arras, ravagée par les combats. Marseille se mobilisa donc remarquablement pour soutenir Salonique dans cette épreuve. Après la guerre, elle participera généreusement à sa reconstruction et à la mise à jour de vestiges romains et grecs, conséquence inattendue du grand incendie. La plupart des Juifs rescapés quittèrent définitivement Salonique après l'incendie. Ceux qui y restèrent seront presque tous déportés vers les camps de la mort lors de l'occupation allemande
durant la Seconde Guerre mondiale. Marseille connaîtra un drame analogue 25 ans plus tard avec la destruction du Vieux-Port et du quartier du Panier par les Allemands. Avant cela, l'incendie des Nouvelles Galeries en octobre 1938 avait confronté les Marseillais au même problème que la population de Salonique, le manque d'eau et la désorganisation des secours. L'incendie de Salonique aura eu au moins le mérite de mettre au jour les vestiges de la période romaine et hellénistique de la ville et de permettre la restructuration de la cité grâce au plan du grand architecte français Ernest Hébrard, de même que la destruction des vieux quartiers de Marseille aura des conséquences immobilières pour la cité phocéenne. En ce qui concerne Salonique, en l'absence d'une enquête sérieuse, la question de savoir si l'incendie ne fut pas provoqué sciemment reste posée. Car, grâce à cet incendie providentiel, la ville devint grecque et le resta. Mais, comme Marseille, elle connaîtra de nouvelles épreuves au cours de la Seconde Guerre mondiale, avec le déchaînement contre elle des nazis et des antisémites grecs qui les servaient. Au moment même où Salonique flambait, Monastir était victime d'un terrible bombardement par l'artillerie germano-bulgare. Toutefois, malgré l'importance et la gravité de ces catastrophes, force est de constater qu'elles ne représentaient pour le poilu d'Orient que des épiphénomènes en comparaison des souffrances terribles et quotidiennes dues aux adversaires et aux maladies. Les pertes entre 1915 et 1918 furent de 38 500 tués, blessés ou portés disparus, sachant que les blessés mouraient davantage en Orient qu'en France. Comme on l'a vu précédemment, la presque totalité des soldats de l'armée d'Orient tombèrent malades à un moment ou à un autre. Avec la signature de l'armistice par l'Empire ottoman, le 30 octobre 1918, la Grande Guerre négocie un tournant décisif dans les Balkans. Toutefois, même si l'Allemagne signe à son tour l'armistice du 11 novembre, mettant un point final au conflit en Europe, les soldats dans les Balkans restent sur le terrain et la campagne militaire se prolongera même jusqu'en avril 1919. L'euphorie de la victoire sera donc de courte durée dans les Balkans. Incontestablement, l'armée d'Orient paya le prix fort au cours de cette guerre féroce. 100 ans plus tard, les poilus d'Orient méritent donc la reconnaissance de la nation. Et ils doivent impérativement retrouver la place qui doit être la leur dans la mémoire collective. Enfin, il faut se rappeler que Marseille, porte de l'armée d'Orient, durant 4 ans, resta fidèle, en dépit de toutes les difficultés, à sa vocation d'assistance, de réconfort et de fraternité, et fidèle à sa grande histoire. Je vous remercie.